Bonjour à tous, Ariane Voyadzaki, je suis responsable des secteurs agricoles et agroalimentaires à BPI France. Ravie de vous accueillir ce matin pour notre atelier Agriculture puits de carbone, quel champ des possibles. Donc je vous rappelle que vous pouvez flasher le QR code pour avoir accès à l'atelier. L'agriculture conventionnelle est responsable de près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre, contribuant au changement climatique. Or, une des solutions pour contenir l'augmentation des températures se trouverait sous nos pieds. En effet, l'agriculture régénératrice repose sur un ensemble de pratiques agroécologiques qui permettent d'améliorer la santé des sols et donc le stockage du carbone par les sols. Ce nouveau modèle érige l'agriculture non plus comme un émetteur de carbone, mais comme une solution au problème du réchauffement climatique. Comment l'agriculture peut-elle se transformer d'émettrice en gaz à effet de serre en stockeuse de carbone? Est-ce un modèle pour d'autres secteurs d'activité? Est-ce que cette transformation sera neutre en termes de rendement à l'heure où la sécurité alimentaire menace de grandes parties du monde et la souveraineté alimentaire est une des politiques publiques majeures? Comment inciter les agriculteurs à s'engager dans cette transformation? Je remercie nos invités qui ont accepté de débattre de ces questions. Anne Trombini, vous êtes à la tête d'une association qui regroupe tous les acteurs de l'agroécologie, de la fourche à la fourchette. Comment définissez-vous l'agroécologie et quelles sont vos actions pour contribuer au changement des pratiques? Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Donc enchantée, en effet, l'association pour une agriculture du vivant essaie de fédérer l'ensemble des acteurs de l'écosystème agricole et agroalimentaire pour accélérer cette transition vers l'agroécologie. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Ok. Je trouve ça bizarre, merci. Donc bonjour à tous. Je disais en effet que pour une agriculture du vivant, c'est une association qui vise à fédérer l'ensemble des acteurs de l'écosystème agricole et agroalimentaire pour accélérer la transition vers l'agroécologie. Alors qu'est-ce que l'agroécologie? L'agroécologie, ce qu'il faut retenir, qui est absolument fondamental, essentiel, c'est que c'est une démarche de progrès global à l'échelle d'une ferme pour viser plus de fertilité, de résilience, notamment dans un contexte de changement climatique et d'autonomie. Donc derrière ces mots magiques, il y a quoi? Il y a une réalité agronomique découverte par les agriculteurs au fur et à mesure, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, qui se rendaient compte qu'ils perdaient leur fertilité et qu'ils avaient des rendements qui baissaient. Ça, c'est une vraie réalité liée aux pratiques agricoles, également au changement climatique qui vient accélérer ça, parce qu'on érode les sols et on perd la matière organique riche en carbone qui est à la source de cette fertilité. Et donc l'agroécologie, ça va être finalement toute une boîte à outils de pratiques, d'un ensemble de pratiques que l'agriculteur va utiliser en fonction de sa situation, de sa propre situation, pour essayer d'inverser ce dispositif naturel d'érosion et de régénérer les sols. D'où le terme régénératif qui est un terme de plus en plus utilisé. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vraiment considérer que le sol, c'est le début, c'est l'alpha et l'oméga de l'ensemble du cycle du vivant et qu'on va considérer que tout part de là et qu'il va falloir le protéger, le nourrir et surtout l'alimenter avec un maximum de biodiversité. Donc c'est tout un ensemble de pratiques agronomiques qui vont s'inspirer du vivant. Et si vous devez retenir quelque chose de très simple, parce que finalement on est sur des choses qui peuvent paraître très complexes, c'est que le premier enjeu de l'agroécologie, c'est de faire pousser un maximum de plantes, de diversité au maximum pour nourrir ces sols et les protéger en permanence. Alors qu'est-ce que fait pour une agriculture du vivant? Alors nous, on va travailler sur 3 grands axes avec tous ces acteurs de l'écosystème. Le premier, c'est la connaissance. Il faut comprendre de quoi on parle. Qu'on soit acheteur agroalimentaire, qu'on soit agriculteur, qu'on soit banquier, il faut savoir de quoi on y retourne parce qu'on va le voir, c'est une transition très complexe et risquée. Ensuite, il faut construire des outils communs parce qu'on est tous concernés et qu'il va falloir se mobiliser autour des fermes pour les accompagner et notamment mesurer les progrès. Donc on a construit notamment un outil qui s'appelle l'indice de régénération qui permet de mesurer ce progrès, qui est accessible en open source et gratuitement. Et ensuite, on va accompagner chaque acteur économique dans cette transition parce que chacun individuellement va devoir faire sa part. Et c'est combien de membres de l'amont à l'aval? Alors aujourd'hui, c'est une centaine d'entreprises, donc de l'amont à l'aval, des petites, des grosses, des banques, des agroalimentaires, etc. et un peu plus de 2000 agriculteurs. Et vous
vous avez été soutenu par BPI France. Et on a été soutenu par BPI. Et on vous remercie. Merci Anne. Justine Lepimard, vous êtes fondatrice de la start-up Mycophyto. Quelles sont vos solutions pour enrichir les sols et renforcer leur capacité de stockage du carbone ? Oui, donc nous chez Mycophyto, effectivement, on part aussi du principe que le sol est au début de tout et au-delà du sol, c'est la vie des sols qui nous intéresse en particulier. Et donc chez Mycophyto, on s'intéresse à travailler à l'optimisation de cette vie des sols, notamment celle des champignons microscopiques qui sont présents dans le sol, une partie d'entre eux qu'on appelle des mycorhizes, qui existent depuis 450 millions d'années, donc on ne les a pas inventés. Mais par contre, autant cela fonctionne bien dans un espace de forêt, dans un espace naturel, ces champignons vont mener des associations avec les plantes et permettre aux plantes d'être mieux alimentées, de capter des éléments nutritifs, de résister à du stress hydrique aussi parce qu'elles vont maintenir une certaine humidité à proximité des racines. Et enfin, c'est un véritable puits de carbone puisque même si on a longtemps sous-évalué l'impact de ces champignons mycorhiziens, il s'avère être une clé de voûte sur cet enjeu de captation de carbone puisqu'ils peuvent capter jusqu'à 1/3 des émissions de combustion fossile qui sont émises aujourd'hui. Donc il y a vraiment un enjeu sur ces champignons. Et donc, ils ont 450 millions d'années, mais l'innovation de Mycophyto, ça a été de se dire que dans un système agricole, dans un système anthropisé, eh bien, ils ont été parfois malmenés, réduits comme une partie de la biodiversité des sols. Et donc nous, on vient amplifier cette biodiversité, développer des solutions qui tiennent en compte cette biodiversité. Donc on n'a pas un produit unique qu'on répand partout. On a un ensemble de produits, de compositions d'espèces différentes qui vont être adaptées à chaque contexte, qu'on va venir apporter pour réellement booster le potentiel d'un sol. Donc on va passer des micro-organismes mycorhiziens au biochar. Axel Reynaud, vous êtes fondateur de la start-up Net Zero, donc qui produit du biochar. Qu'est-ce que c'est le biochar et comment contribue-t-il au stockage du carbone dans les sols? Et plus généralement, quelles sont les pratiques de l'agriculture régénératrice et le lien avec le stockage du carbone? Bonjour à tous. Alors ça fait beaucoup de questions. Le biochar, c'est un produit, alors pas aussi ancien que les micro-champignons, mais c'est un produit qui en fait a été découvert de manière empirique par les hommes il y a quelques millénaires, qui est que en gros, quand on mettait des résidus de combustion de bois dans le sol, ça améliorait la qualité des sols et leur fertilité. C'est un produit qui a été un peu oublié, même s'il y a en fait des zones dans le monde où il reste des traditions agricoles d'enterrer du charbon de bois ou des restes de combustion. Et c'est un produit qui a été redécouvert il y a une vingtaine d'années. Il y a eu beaucoup de recherches scientifiques dessus avec en fait deux angles. Le premier, c'est que c'est un produit qui améliore la structure du sol, qui améliore la capacité des sols à retenir les nutriments et à retenir l'eau, qui corrige le pH acide des sols et qui favorise le développement de la vie microbienne dans les sols, notamment les champignons. Et en fait, ça, c'est un premier effet qui est un effet agricole qui change la structure du sol. Et ça la change sur très longue période. On le met une fois, ça change la structure du sol et ça permet de réduire les quantités d'eau et d'engrais qui sont utilisées et d'améliorer les rendements globalement. Le deuxième effet, c'est que c'est un carbone. Ce produit, ce biochar, c'est du carbone très très stable. Et donc, on l'extrait en fait de végétaux. En règle générale, le mieux, c'est on l'extrait en fait des végétaux qui ont poussé dans le champ. Il y a des résidus agricoles qui aujourd'hui ne sont pas valorisés ou mal valorisés, en particulier dans les zones tropicales où nous on opère. Et on extrait le carbone de ces résidus pour le transformer en ce fameux biochar. Et donc, on crée en fait une espèce de pompe à carbone. Les végétaux, en poussant, ont capté du CO2. Ce CO2, si on ne faisait rien, les plantes finissent par se dégrader, le carbone repart dans l'atmosphère, et là on l'extrait sous une forme très stable et il reste dans les sols. Et donc on réduit les émissions liées notamment aux engrais, à l'usage des engrais, qui sont gros émetteurs de gaz à effet de serre. C'est un premier effet. Et deuxièmement, on stocke du carbone sur très longue période, des centaines d'années dans le sol, avec donc un effet de pompe à CO2 dans l'atmosphère. Voilà, donc ça c'est le biochar. L'agriculture régénérative, je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé, c'est un ensemble de pratiques. La clé de voûte, c'est de dire on va essayer de réparer d'une certaine façon, de régénérer. Donc c'est encore plus ambitieux que de dire on va faire une agriculture qui est respectueuse, qui ne détruit pas l'environnement. Là, on veut régénérer. Et dans le cas des sols, il y a plein de solutions. On en a vu tout à l'heure. Et le biochar est une solution qui permet d'accélérer parce que ça va très vite. On met du biochar et en quelques semaines, on a transformé la structure du sol et on le rend plus fertile
et on réduit tous les intrants qui ont aujourd'hui des effets très négatifs sur la destruction des sols, puisque c'est quand même ça le sujet principal auquel on a on en fait face, c'est une destruction progressive de nos sols agricoles, et ça, c'est pas tenable. Donc vous avez la recette du biochar. Et pour finir, l'élevage est le principal responsable de l'émission des gaz à effet de serre de l'agriculture, mais cependant, les déjections des animaux peuvent fertiliser les sols et contribuer ainsi à leur fonction fixatrice du carbone. Philippe Stopp, vous êtes directeur R&D de ITK, une start-up spécialisée dans les OAD, dans les outils à la décision pour l'agriculture, et vous avez lancé l'année dernière un projet collaboratif qui vise à mesurer l'impact carbone de l'élevage et à aider les éleveurs à réduire cet impact. Quelles sont les pistes que vous explorez ? Alors oui, effectivement, notre métier, c'est d'aider justement les agriculteurs et les éleveurs dans leur démarche de réduction de leur empreinte carbone et même, c'est possible, de devenir carbone positif. Donc, dans le cadre de ce thème, on a effectivement lancé un projet PIA4 financé par BPI France, dont on tient à remercier pour son soutien sur ce sujet destiné aux exploitations laitières. Avec comme partenaire Synovia, un groupe de conseil en élevage de l'ouest de la France. L'objectif, c'est donc d'avoir une plateforme informatique qui permette aux éleveurs et aux laiteries ou groupements de producteurs engagés dans des démarches de réduction de l'empreinte carbone de leur production laitière, d'enregistrer toutes les actions faites par l'éleveur dans le cadre de cette démarche, et suivre les progrès en temps réel. C'est un élément important justement pour l'efficacité de ces démarches, parce qu'actuellement il existe déjà des diagnostics qui permettent d'estimer à un instant donné l'empreinte carbone d'une exploitation agricole. Là, dans le cadre de l'élevage, on s'appuie en particulier sur les diagnostics CAP2ER qui ont été développés par l'Institut de l'élevage. Mais c'est des démarches assez lourdes qu'on fait en général à intervalle de 5 ans pour voir comment ça a évolué au cours d'un projet. Ça fait que du coup, entre ces diagnostics, l'éleveur qui a mis en place des changements de pratique pour réduire son empreinte carbone, il ne sait pas du tout si ça marche effectivement, où il en est. Et ce qu'il y a de nouveau donc, dans ce projet, c'est qu'on va monter une plateforme pour suivre vraiment en temps réel les émissions de carbone de l'exploitation. Donc ça va passer par l'intégration de l'outil Optimir à l'initiative de notre partenaire Synovia, qui permet d'estimer les émissions de méthane des vaches à partir de l'analyse des acides gras du lait. Donc ça rentre du coup dans les analyses courantes de qualité de la production laitière. Ça, c'est pour le volet vraiment émissions de méthane dues aux vaches elles-mêmes. Et nous, ITK, on interviendra en particulier sur l'évaluation des émissions de carbone et des séquestrations de carbone également dans le sol liées à la production de fourrage de l'exploitation. C'est-à-dire qu'on évaluera à tout moment quelle est la production de biomasse de ces prairies, ce qui permet du coup de savoir quelle est la quantité de carbone qu'on va pouvoir restituer au sol, en plus bien entendu après avoir nourri les vaches quand même. Donc ça permet de suivre toutes ces opérations et de permettre à l'éleveur de savoir en temps réel où il en est effectivement de sa démarche, est-ce qu'il est bien sur une trajectoire de baisse prévue ou pas. Alors, mais comment on réduit l'impact carbone des élevages ? Par l'alimentation Alors voilà, pour les émissions de méthane, la principale piste actuellement, c'est effectivement des changements d'alimentation. Et on sait qu'il y a des aliments qui permettent de diminuer les émissions de méthane. C'est déjà connu, l'introduction de lin, par exemple, dans l'alimentation permet de réduire ces émissions. Il y a aussi pas mal de fabricants d'aliments qui travaillent sur des additifs qui permettent de réduire de façon sensible ces émissions de méthane. Et c'est ça qu'on va pouvoir suivre, effectivement, l'efficacité de ces méthodes qui ne sont pas encore bien stabilisées. Donc on pourra suivre vraiment en temps réel au lieu de faire des bilans à intervalles trop prolongés. Et on vise une amélioration de combien à peu près ? On a des objectifs ? Alors les objectifs, il faut toujours être très prudent là-dessus parce qu'on est quand même sur des sujets sur lesquels les connaissances sont faibles. Certains fabricants d'additifs annoncent des réductions de l'ordre de 30% des émissions de méthane. Et justement, un de nos sujets, ça va être de voir si effectivement ça se traduit bien en pratique à l'échelle d'une exploitation. Ça c'est des chiffres pour l'instant qui proviennent d'expérimentation en conditions contrôlées. Nous, on va pouvoir vérifier si effectivement c'est bien comme ça que ça se passe au niveau d'une ferme d'exploitation réelle. Super. Donc vous facilitez le travail des éleveurs pour mesurer leur impact et permettre de leur réduire. Tout à fait, oui. Je pense que l'agriculture numérique aussi a un rôle important qu'on oublie un peu là-dedans. Il y a d'une part effectivement le fait d'aider les agriculteurs à suivre en temps réel l'impact réel de leurs pratiques.
il y a aussi tout simplement de réduire le coût justement de vérification de ces démarches, parce qu'un des facteurs limitants actuellement du rôle de l'agriculture dans la réduction globale de notre empreinte carbone, c'est qu'au niveau agricole, les possibilités de réduction des émissions et de séquestration de carbone sont importantes, mais sont relativement coûteuses. Et en fait, dans l'état actuel des choses, simplement les opérations de vérification pour s'assurer que les projets carbone sont effectivement efficaces conduisent à des coûts de tonnes de carbone très importants. Et un des aspects importants de l'agriculture numérique, c'est en centralisant toutes les données nécessaires à moindre coût, ça permet de réduire le nombre d'analyses de terrain coûteuses en temps et en main-d'œuvre qui sont nécessaires. Et du coup, l'objectif c'est aussi de faire baisser à terme le prix de la tonne de carbone pour développer ce marché. Bah justement, un des enjeux, c'est comment mesurer ce stockage du carbone dans les sols. Étienne Variot, vous êtes le fondateur de RISE. Alors donc, quelle est votre méthodologie pour mesurer le stockage du carbone le sol et comment mettez-vous votre expertise à contribution de la filière? Alors, on met notre expertise à contribution de la filière. Donc on est RISE, on est une jeune start-up et on a 2 missions qui sont intimement liées. La première mission, on a parlé tout à l'heure de financement, d'incitation. Donc on a une première mission qui est d'accompagner les agriculteurs dans le financement de leur transition. Il y a un certain nombre de coûts qui sont associés à cette transition. Et ça nécessite la preuve de la mise en place des pratiques et ça s'associe aussi au choix des pratiques. Parce que là, du coup, on a vu qu'il y a plusieurs solutions qui existent, plusieurs typologies de leviers qu'on peut mettre en œuvre sur une exploitation pour réduire son empreinte carbone. Mais parmi toutes ces pratiques sur une exploitation donnée, lesquelles vont permettre d'avoir l'impact environnemental le plus élevé. Et c'est à ce type d'informations-là qu'on va leur permettre d'accéder. Donc notre infrastructure, ce qu'on propose concrètement à un agriculteur, c'est une plateforme en ligne. Depuis le début, on a considéré que le digital était un levier d'accessibilité, d'adoption, de démocratisation de la compréhension de l'empreinte carbone, mais aussi derrière des différentes typologies de financement qui peuvent exister pour aider les agriculteurs à s'engager, à accélérer vers l'agriculture régénérative. Donc c'est une plateforme en ligne sur laquelle un agriculteur peut venir de manière gratuite réaliser l'ensemble de son empreinte carbone. Donc ça lui permet de comprendre dans son historique quels sont les différents éléments qui vont impacter son empreinte carbone et derrière de modéliser différents scénarios de mise en place de différentes pratiques sur son exploitation pour identifier quels sont les leviers qui vont lui permettre de réduire son empreinte carbone à la fois en termes d'émissions. Donc comme tu le disais, un tiers des émissions sont liées aujourd'hui aux choix qui sont faits sur les exploitations agricoles dans le monde et aussi sa capacité à venir stocker du carbone dans le sol. Donc il peut faire tout ça sur notre plateforme et derrière sur notre plateforme il va aussi être capable de créer la preuve de la mise en place de ces pratiques. À travers, on a un ensemble d'outils d'imagerie satellitaire qui permettent de venir vérifier un certain nombre de données de déclaration de l'agriculteur sur ces pratiques historiques et ces nouvelles pratiques, mais aussi d'organiser l'audit. Donc on a tout un parcours d'audit qui est prévu avec un auditeur indépendant qui va venir attester de la réalité des pratiques de l'agriculteur. Et donc du coup, il va être capable de réaliser directement cet audit en relation avec un auditeur sur la plateforme. Tout ça donc permet vous in fine... réussissez à lier les pratiques très finement à une mesure de stockage du carbone. Exactement. L'idée, c'est d'être capable de lier des pratiques à des impacts environnementaux. Et derrière, ce qui est hyper important à la fois dans une logique de filière dont tu parlais, pour réduire le scope 3 des industriels agroalimentaires, ou dans une logique de financement par les crédits carbone, c'est d'apporter la preuve de la mise en place de ces pratiques et d'être capable de démontrer qu'on a été capable de vérifier que les déclarations des agriculteurs sont conformes à la réalité, de manière à derrière générer des applications qui vont permettre de financer cette transition pour les agriculteurs, que ce soit par les filières. Vous avez toute une démarche de certification, d'audit via des satellites. Voilà, satellites et auditeurs indépendants. Par ailleurs, nous, nos modèles sont aussi audités. On est compatible avec le label bas carbone qui aujourd'hui représente le consensus scientifique le plus haut. En tout cas sur la partie grande culture, pas sur les autres méthodes, mais en tout cas sur la grande culture. Voilà. Donc on est aussi audité nous-mêmes dans notre outil.
Alors pour revenir aux agriculteurs, Anne Trombini, quel est le risque pour eux de passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture agroécologique? Est-ce qu'ils vous font part de perte de rendement, au moins dans les premières phases? Et comment finalement, quelles incitations vous mettez en place, puisque vous couvrez, on a vu également l'aval, pour les aider dans cette transition? Alors, ce qu'il faut comprendre en premier lieu, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, on était dans une agriculture hyper sécurisée. Parce que les agriculteurs sont extrêmement entourés par des techniciens, etc. Et qu'il y a des solutions pour à peu près tous les problèmes. Ce qui ne veut pas dire que le modèle est génial, hein, sinon on ne serait pas en train d'essayer de le changer. Mais globalement, il y a une maladie, il y a un produit, il y a une solution technique, etc., etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un agriculteur, le risque rendement, il reste assez faible. Donc le changement climatique vient un peu perturber ça, mais voilà, ça c'est le contexte dans lequel on est. Passer en agroécologie et entrer dans cette transition, c'est changer complètement son système et sortir justement de ce bouquet de sécurité. Parce qu'en fait, l'agriculteur, au lieu de gérer toutes ces cultures les unes après les autres et d'avoir ses ordonnances, ses solutions techniques, là, il va gérer des interdépendances entre ces cultures. Et s'il rate quelque chose, par exemple, s'il fait une pratique sur la pomme de terre, ça va impacter aussi le blé, la betterave, etc. Et on rentre dans un système qui est du coup beaucoup plus complexe à modéliser, parce que ça va intégrer aussi des interdépendances par rapport à ces débouchés économiques. Et évidemment, donc quand on change de système, on est quand même sur un changement de pratique totalement radical. Réduction du labour, mise en place de couverts végétaux qui sont semés avant l'été, il ne pleut pas, ça ne va pas lever. Donc c'est un investissement et il n'y a pas de retour sur investissement. Oui, le risque rendement, il est réel. Il y a un risque économique et un risque rendement, surtout en phase de transition. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des agriculteurs qui y arrivent très bien, qui maintiennent ou qui augmentent leur rendement, mais c'est des agriculteurs qui sont extrêmement techniques et qui savent sécuriser cette production de biomasse. Et du coup, tout l'enjeu, c'est justement d'arriver à faire collaborer l'ensemble des débouchés de la ferme et l'ensemble des acteurs qui travaillent avec l'agriculteur pour partager ce risque, puisque tout le monde y a un intérêt. Quand on parle de réduction de carbone, ça va jusqu'au scope 3 des entreprises, des filières. Donc tout le monde est concerné tout au long de la chaîne. Tout le monde veut stocker du carbone et tout le monde attend que l'agriculteur réussisse. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir un partage de risque. Et donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va travailler progressivement avec chaque acteur, puis en coalition, pour essayer de construire un autre modèle économique. Et pas juste un modèle économique où je t'achète, on prévoit des volumes et je te paye à la fin. Et puis si tu n'as pas les rendements, tant pis pour toi. Donc c'est à la fois partager ce risque-là, c'est construire une vision à l'échelle de la ferme et de la rotation et pas que à l'échelle des cultures. Et aujourd'hui, on est dans cette phase justement de projet pilote. On va ressolliciter la BPI autour des coopératives pour embarquer les acteurs territoriaux autour des coopératives pour construire un modèle économique global où public et privé vont s'associer pour sécuriser cette ferme. Parce que personne aujourd'hui, aucun acteur, ni public, ni privé, ne peut sécuriser seul une ferme. C'est pas possible. Le crédit carbone non plus, c'est une rémunération complémentaire. Mais il faut avoir l'ordre de grandeur, c'est la moitié du coût des couverts végétaux. Et les couverts végétaux, c'est juste une pratique de la boîte à outils. Donc clairement, la seule solution, elle est forcément collective. Et c'est ça qu'il faut craquer. Et les acteurs, pour le coup, sont mûrs. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Tout le monde a compris ça, donc tout le monde veut travailler en collectif. Maintenant, il faut y arriver. Donc les industriels s'associent à la couverture de ce risque grâce aux mécanismes que vous avez mis en place. Voilà, les industriels, on travaille avec une agence de l'eau aussi pour construire un mécanisme de paiement pour services écosystémiques qui va permettre d'apporter aussi sa pierre à l'édifice. Et donc on travaille sur tout le modèle économique, on décompose le modèle économique de la ferme, on va regarder où sont les surcoûts, où sont les risques, et on va essayer de partager ça en fonction de l'intérêt finalement de la contribution que chacun va apporter au dispositif. On parle beaucoup d'agroécologie, mais malgré les différents plans gouvernementaux et éco-phyto, les quantités d'intrants chimiques utilisés ne diminuent pas en France. La guerre en Ukraine a mis en exergue la dépendance de la France aux importations d'engrais azotés. Justine et Axel, donc, vous proposez des solutions naturelles qui permettraient de relever ce défi d'une agriculture plus propre et plus souveraine. Quel est le retour des agriculteurs qui ont testé sur le terrain vos solutions ? Et oui, en tout cas, c'est vrai que cette conjecture a mis en exergue ce point qui était déjà présent avant. En vrai, c'est pas nouveau que la France est dépendante d'importation d'engrais et qu'on a du mal à parler de souveraineté alimentaire si on n'arrive pas à résoudre cette problématique de décarbonation de l'agriculture aussi par l'approvisionnement des engrais. En tout cas, à trouver des alternatives qui soient plus sécurisées pour cet enjeu de souveraineté alimentaire au niveau français et européen. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ça a pu donner un élan
à l'adoption, au test d'un certain nombre de solutions qui existent aujourd'hui, effectivement, comme les nôtres. Donc on a vu déjà une appétence qui s'est accélérée dans le fait de bien vouloir tester, de bien vouloir mettre en œuvre une autre façon. Alors c'est vrai que le changement, il n'est pas juste. Si on pense que le changement, ça va être de remplacer une bouteille rouge par une bouteille verte, on n'a rien compris. Et malheureusement, c'est bien plus compliqué que ça, parce qu'il ne suffit pas juste de remplacer ces engrais. Le mode de fonctionnement va être différent. Quand on travaille avec un apport biologique qui n'est pas transformé, moi j'amène des organismes qui doivent faire leur cycle de vie avant d'apporter quelque chose à la plante et au sol. Donc c'est tout un cheminement, un équilibre à retrouver au sein de nos exploitations agricoles. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça marche. Ce qu'il faut maintenant, c'est arriver à le mettre à des plus grandes échelles. Mais nous, en tout cas, sur ce qu'on arrive à tester aujourd'hui chez nos agriculteurs, sur un certain nombre de cultures différentes, sur de la vigne, on a été capable, par exemple, de travailler aussi sur l'enjeu de l'accès à l'eau, qui devient très compliqué en vigne. La plupart des grands vignobles français, notamment dans le Bordelais, ne savent pas, ou dans les maisons de cognac, ne savent pas s'ils vont pouvoir maintenir ce niveau de qualité-là dans les 5-10 ans à venir. On ne parle pas à une échelle de temps très longue, en fait. Et ils sont déjà impactés par ces sujets-là. Donc nous, on a réussi à démontrer qu'on arrivait à augmenter la quantité d'eau retenue à proximité des plants de vigne, et que cette eau, elle était même réutilisée pour avoir une réduction de la perception du stress hydrique. Quand il y a un stress hydrique perçu par la plante, il y a moins de rendement. Il y a des exploitants qui perdent jusqu'à 40% de rendement. Eh bien, nous, on arrive à contrecarrer cette perte de rendement, puisqu'on a eu, sur les plants qu'on avait traités, une augmentation de 40% de rendement, en comparaison avec des plants qui, face à un stress, perdaient ces 40% de rendement. Donc on n'a pas fait surproduire la vigne, on a simplement réussi à ce qu'elle maintienne sa production normale. Donc ça, c'est des effets qui sont clés. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est d'arriver à démontrer qu'on peut produire plus et mieux avec moins. On ne peut pas opposer la notion de réduction d'impact environnemental avec une notion de productivité. Il faut qu'ils arrivent à produire plus. On travaille aussi sur des enjeux de qualité. On a pu démontrer avec des collaborations avec le CTI IFEL, par exemple, sur des fruits rouges, qu'on a augmenté la qualité gustative et nutritive des plants, des fraises, par exemple, qu'on était capable de cultiver avec nos solutions. Donc ça, c'est des éléments clés aussi aujourd'hui qui sont de plus en plus regardés. Donc l'enjeu maintenant, ça va être la demande qui arrive aussi dès l'État, elle est de dire on a besoin de solutions à grande échelle, on a besoin d'alternatives maintenant qui ne soient plus sur des petits volumes et des gros volumes. Et là, le soutien de la BPI, de France 2030 est indispensable. On a un vivier de start-up, notamment au sein de la ferme digitale, qui sont sur ces solutions-là. Et nous, en tout cas, dans une phase maintenant d'industrialisation, donc on était deep tech, on est en train de passer start-up industrielle pour avoir en cible en 2027 45 000 hectares qui pourront être traités avec notre solution. L'équivalent en captation de carbone de ça, c'est 100 000 fois le tour de la Terre. Donc on commencerait déjà à faire notre petite marque de colibri sur ce sujet-là avec ça. Donc en plus d'un impact environnemental favorable, on retient qu'il y a une augmentation du rendement dans ce contexte de changement climatique grâce à la résistance notamment au stress hydrique. Oui. Et pour le biochar, alors quel test vous avez mené, quel retour vous avez ? Alors peut-être juste un petit peu en arrière, le sujet des engrais, c'est vrai que c'est un sujet de souveraineté. C'est un sujet de qualité des sols, parce que mettre des engrais dans les sols, à court terme, ça améliore les rendements, mais à long terme, ça a tendance plutôt à détruire les sols. Et c'est un sujet climatique, puisque la fabrication, le transport et l'utilisation des engrais sont un énorme contributeur aux gaz à effet de serre, notamment les engrais à base d'azote. Et donc, l'enjeu, nous, ce qu'on cherche à trouver comme solution, c'est une solution qui permette de maintenir les rendements en réduisant l'usage des engrais. Et là, on a un effet, on abîme moins les sols, on fait des économies aux agriculteurs qui utilisent moins d'engrais, on est sur une logique de plus grande dépendance par rapport à des engrais importés, et puis on réduit les émissions de gaz à effet de serre. Alors, notre modèle net zéro, nous, on n'est pas en France, on est dans les pays en voie de développement, dans les pays tropicaux. Et c'est encore plus important. C'est-à-dire, si vous êtes un agriculteur au Cameroun, on est au Cameroun, vous ne pouvez même pas vous payer les engrais. Là, le problème, la plupart. Et donc, en fait, vous avez une agriculture extrêmement peu productive. Et donc, il y a un enjeu dans certains pays de réduire l'usage des engrais. On est aussi au Brésil, où là, par exemple, il y a beaucoup plus d'usage d'engrais. Il y a d'autres endroits, c'est plutôt des enjeux sociaux. C'est d'améliorer le niveau de vie des agriculteurs. Alors, pour vous donner les ordres de grandeur, on peut réduire, en maintenant les rendements, on peut réduire de 30 à 40% la quantité d'engrais. Parce que, en fait, le biochar stocke et absorbe les engrais et les maintient
en proximité des racines. Alors que quand on met des engrais dans un champ, en fait, l'essentiel des engrais, ils ne vont pas aux plantes, ils vont dans les nappes phréatiques, ils vont dans le ruissellement, et ils terminent dans les rivières et l'eutrophisation, les algues vertes, etc. Et Donc, une en eau fait, de mauvaise qualité. Voilà, donc il y a un effet juste de meilleure efficacité de l'usage des engrais. Donc on peut, en fait, en gros, l'équation, c'est là où on ne mettait pas d'engrais, on met du biochar et on peut faire fois 100, enfin plus 100%, plus 150%. On a testé ça avec des universités en plein champ, donc vraiment démontré sur du café, des haricots, du maïs, des tomates, etc., en zone tropicale. En sens inverse, on peut réduire l'usage des engrais en maintenant les rendements. Voilà, donc c'est des impacts extrêmement importants, en particulier en zone tropicale, parce que les sols tropicaux sont particulièrement pauvres, contrairement à l'image qu'on voit à la forêt tropicale luxuriante, c'est des sols pauvres et c'est des sols acides. Et donc, le fait de mettre du carbone sous la forme de biochar, en fait, a un effet amplificateur beaucoup plus fort que ce qu'on aurait en mettant du biochar, par exemple, dans la Beauce. Et en plus, donc, ça peut être une production locale qui permet de réduire les importations et augmenter la souveraineté de notre agriculture. Et donc, pour finir par les agriculteurs, les éleveurs, Philippe, comment ils sont-ils réceptifs à vos démarches et comment finalement réussissent-ils à valoriser cet élevage bas carbone sur les marchés dans un contexte qui est quand même difficile pour les éleveurs? Je pense que les éleveurs sont bien conscients des difficultés. Ils sont particulièrement mobilisés sur ces sujets, puisqu'ils voient bien quand même que l'élevage est actuellement très attaqué pour son empreinte carbone. Et donc ils comprennent parfaitement qu'il est nécessaire pour eux de montrer qu'ils font des efforts. Alors, cela dit, en plus, ce n'est pas forcément très, très pénalisant pour eux, parce qu'une bonne partie des leviers actionnés pour réduire l'empreinte carbone du lait, par exemple, ça permet aussi d'améliorer un peu la productivité et donc ça ne représente pas forcément un coût. D'ailleurs, je pense que c'est un élément important qui est sorti de plusieurs des interventions qu'on vient d'avoir. C'est qu'en fait, réduire l'empreinte carbone de l'agriculture, ce n'est pas forcément réduire la production. Anne l'a rappelé, les agriculteurs qui arrivent très bien à passer à l'agriculture générative sans perte de rendement, voire avec des augmentations. Et je dirais même que c'est essentiel pour le succès de ce type d'opération, parce que si un éleveur ou un agriculteur réduit sa propre empreinte carbone, mais en réduisant fortement sa production, ça veut dire qu'il ne va pas faire beaucoup baisser l'empreinte carbone de ses produits. Et du coup, il ne va pas faire baisser en fait, l'empreinte carbone de notre alimentation, ce qui devrait être le but final. Et donc, si on a une perte de rendement, finalement, voilà, ça annule l'effet bas carbone. Complètement, oui. Et ça c'est toute la difficulté après du coup, de nos travaux, c'est qu'il faut qu'on arrive effectivement à guider, à faciliter cette transition, mais en faisant en sorte qu'effectivement, on arrive à le faire, si possible, à production égale, ou en tout cas avec des pertes de production très faibles, et qui puissent être couvertes après du coup par la valorisation par le Et donc le par marché réceptif, est-ce qu'ils arrivent à avoir une plus forte valeur ajoutée de leur production? Sur la partie carbone, là je parle pour la production laitière, c'est pas encore clair. Hein. Vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas pour l'instant de valorisation vraiment d'un lait plus bas carbone, parce que justement on state encore pour trouver les bonnes solutions, mais c'est clairement une préoccupation forte en ce moment. Et au niveau des productions végétales, là par contre effectivement il y a vraiment des opérations qui se mettent en place. On travaille par exemple aux États-Unis avec le coopérative Land O'Lakes pour l'évaluation du potentiel de séquestration des sols à l'échelle de comtés entiers, identifier les secteurs où le potentiel de décarbonation est le plus important. Et là, c'est vraiment des opérations qui après sont valorisées par le prix d'achat après des produits. On est plus avancé sur la partie végétale que production animale. Vous confirmez, Anne? Oui, globalement, en fait, le défi sur les productions animales, il est encore immense. Il est justement pour nous dans la reconnexion aux productions végétales. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les animaux, les vaches sont vus comme des pollueurs parce qu'on les considère comme une unité de production sortie de son écosystème naturel. Et donc oui, ça fait des rots, etc. Il y a du méthane et donc c'est pas bien. Mais en fait, quand on reconceptionne justement la manière dont l'élevage il est intégré dans son écosystème naturel et son lien justement avec les cultures végétales qui le nourrissent et qui elles-mêmes stockent du carbone, on peut retrouver un équilibre dans le système. Malheureusement, le modèle, je dirais, alimentaire autour de l'élevage, il n'a pas été construit de cette façon-là. Il a été construit pour optimiser la production au maximum, trouver de l'efficacité et donc avoir des unités de production. Et je cite souvent cet exemple, c'est que typiquement le sujet du carbone en élevage, il est traité au litre de lait, donc à l'unité de production.
alors qu'en végétal, il est traité à l'hectare. Et en fait, tout le défi mental auquel on fait face sur l'élevage, c'est ça, c'est de repenser l'animal dans une surface agricole et de ramener le calcul du carbone à l'hectare. Et en fait, depuis qu'on a posé ça, notamment avec certains acteurs laitiers, ça change complètement la donne en fait, et ça a fait émerger surtout des nouvelles opportunités de réduction de l'empreinte carbone par l'alimentation de l'animal. Il faut revenir à ce qu'on disait, la polyculture élevage. Exactement. Voilà, mes cours d'agro. On a donc beaucoup parlé... Juste un petit complément là-dessus. Effectivement, je pense qu'il y a deux aspects différents qu'il faut arriver à bien concilier. Il y a effectivement la réduction de l'empreinte carbone des exploitations à l'échelle des surfaces agricoles cultivées, ce qui est essentiel pour réduire les impacts locaux de notre agriculture. Mais une fois encore, il faut arriver à trouver aussi le bon compromis avec l'empreinte carbone ramenée au kilogramme de produit, parce que c'est ça qui, au bout du compte, fera que notre alimentation aura une empreinte environnementale plus faible. Et donc, il faut arriver à trouver le bon compromis entre les deux. Le bon compromis. On a donc parlé beaucoup de biodiversité au niveau des sols, et effectivement la biodiversité est essentielle à l'agriculture. On dit que sans les insectes pollinisateurs, nous ne pourrions pas manger tous les fruits et légumes que nous consommons. Et en même temps, l'agriculture conventionnelle détruit la biodiversité. Comment vous intégrez la biodiversité dans vos modèles RISE au-delà de l'impact carbone? Est-ce que c'est un élément important? Alors, c'est une excellente question parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, effectivement, le carbone permet de baser des financements carbone, notamment sur les crédits carbone. Mais ce serait une très mauvaise idée d'axer le travail de l'agriculteur exclusivement sur le carbone ou de trop l'orienter dans ce sens-là. Ce qui est important de voir, c'est qu'un agriculteur, il va chercher à avoir un impact positif et il va chercher à trouver le bon équilibre entre tout un tas de facteurs, qui soient économiques, agronomiques, c'est son métier initial, mais demain aussi d'apporter un certain nombre de services environnementaux à la société, que ce soit autour des sujets climat, carbone, à travers sa capacité de stocker du carbone dans le sol, à travers sa capacité de protéger la biodiversité, à travers sa capacité aussi à éviter la pollution des cours d'eau ou des eaux en sous-sol, de protéger la santé de ces sols. Et en fait, l'agriculteur aujourd'hui, il est quand même dans une logique où il va chercher à avoir un impact sur l'ensemble de ces facteurs, mais pas maximiser, je dirais, son impact carbone. Donc, on a commencé par le carbone parce qu'aujourd'hui, c'est, je dirais, ce sur quoi la société est mature, aussi bien en termes de suivi, parce qu'on a un équivalent carbone qui n'est pas le cas dans la biodiversité. On n'a pas un équivalent ou une unité de mesure de la biodiversité. Ça n'existe pas aujourd'hui, je ne pense que ça n'existera pas. Et de la même manière, on a un certain nombre d'outils économiques, les crédits carbone, les marchés carbone, volontaires ou obligatoires, qui permettent de financer ces pratiques-là. Néanmoins, nous, ça nous semble important, et je pense que vous avez aussi fait le travail dans ce sens-là chez PADV, d'intégrer d'autres facteurs écosystémiques qui sont très importants pour l'agriculteur dans sa prise de décision, et notamment la biodiversité et assez prochainement l'eau et la santé des sols. Je voulais préciser une petite chose, parce qu'en fait, souvent, on prend les sujets carbone, biodiversité dans un angle bout de chaîne, donc consommateurs, citoyens, sociétés, filières, etc. D'un point de vue agriculteur, c'est vrai que c'est une seule et même chose, parce que nous, on dit souvent le moteur de l'agriculture, c'est la biodiversité, et son carburant, c'est le carbone. C'est grâce à la belle image. Voilà, mais ça c'est très simple à retenir. Et en fait, c'est grâce à la microbio, notamment la microbiodiversité, qu'on va avoir des insectes, etc. C'est grâce à la microbiodiversité qu'on va avoir du stockage de carbone. Donc sans biodiv, il n'y a pas de carbone et vice versa. Les deux vont ensemble. Et ça, c'est très très important. Et c'est vrai que tout le monde a commencé par le reporting carbone parce qu'on est dans cet angle bout de chaîne de questions d'impact. Mais sur ce qui est de la transformation, de la mise en action des acteurs pour aller chercher ces impacts, c'est bien un seul et même sujet, et c'est ce que tu disais. Et il est indispensable que pour les agriculteurs, on ne sépare pas les sujets, que ce soit des outils qui traitent les deux. Ce qu'on fait en effet également avec l'indice de régénération, c'est une approche globale liée aux pratiques où lui va pouvoir gérer un peu les curseurs tout seul.
Et puis, je voulais ajouter aussi qu'en fait, la grosse difficulté de la biodiversité, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur simple comme pour le carbone. Enfin, déjà, quand je dis simple pour le carbone, c'est déjà relatif. Voilà, la biodiversité, c'est encore bien pire. En même temps, ce n'est pas forcément très grave parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la plupart des mesures qu'on évoquait dans le cadre de l'agriculture régénérative, tout ce qui touche à la technique de conservation des sols, c'est bon pour le carbone, bien sûr, mais aussi pour la biodiversité, au moins des sols. Il y a aussi tout l'aspect recréation d'habitats, de zones non productives à l'intérieur des paysages agricoles, restauration des haies, présence en particulier tout ce qui est la restauration des haies. C'est une mesure qui est bonne pour la biodiversité, mais qui est également bonne pour le carbone, parce que ça veut dire qu'on va reséquestrer du carbone dans ces haies. Donc il n'y a pas forcément d'opposition entre les deux. Il ne faut pas s'imaginer qu'on doit sacrifier l'une pour l'autre. Je pense que la difficulté aussi sur la biodiversité, c'est qu'on en parle beaucoup parce qu'effectivement, il y a un quart de la biodiversité terrestre qui est présente en fait dans les sols. Donc c'est un véritable puits de vie hyper riche. Par contre, on ne le connaît absolument pas. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les espèces qui sont présentes dans le sol, on n'est pas capable de les décrire et on a une inconnue sur ce sol qui est assez dingue. On marche dessus tous les jours mais on ne connaît pas ce qu'il y a dedans. Donc difficile de poser des indicateurs quand on est incapable. Il y a des grands programmes de séquençage de sol un peu partout portés par de nombreuses universités, mais quand ils essayent de faire matcher des bouts d'ADN sur des bases de données, ça matche sur rien, où ça vous écrit que ça fait partie de ce genre-là. Mais alors quelle espèce c'est ? On n'en sait rien. Et sur de la microbiologie, quelle variété c'est, parce que quel isolat on parle, alors là, encore plus d'inconnus. Donc je pense que la difficulté, elle réside aussi dans la nécessité de générer de la connaissance sur ces sols, de travailler en lien avec la recherche qui doit développer aussi de nouvelles connaissances qui nous permettront ensuite de déployer des outils, des diagnostics, etc., qui pourront ensuite être utilisés par les agriculteurs. Mais aujourd'hui, il faut juste qu'on soit au clair sur le fait qu'on ne connaît pas ce qu'il y a dans le sol. Donc pour le mesurer, c'est compliqué. Oui, c'est ce qu'on disait au début, que le sol est un enjeu majeur de l'agroécologie, mais c'est quand même encore un paradigme émergent et on manque de connaissances. Et donc, oui. Peut-être juste pour compléter, parce que je pense qu'on est un peu au cœur du sujet. Enfin, c'est un peu l'image de l'iceberg, c'est-à-dire on voit les abeilles, vous avez mentionné les abeilles, on voit les haies, mais en fait c'est une toute petite partie, effectivement, par rapport à ce qui est en dessous et il y a des trucs au-dessus aussi, mais ça, c'est autre chose. Et c'est cette partie en dessous, on ne comprend pas les organismes individuellement et on ne comprend pas les interactions. Parce que dans cette biodiversité, il y a en fait, dans les sols, c'est pas juste pour le plaisir de dire, tiens, il y a plein de choses. C'est que il y a des interactions qui fixent le carbone, il y a des interactions qui permettent aux plantes d'absorber les nutriments. Et donc tous ces processus biologiques, en fait, ils sont complètement à la base de la vie. Par contre, ce qu'on sait quand même, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'il y a quand même déjà une longue liste. Donc comment l'améliorer, on tâtonne. On sait que ça prend du temps. Par contre, il y a quand même beaucoup de choses, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire du labour profond, il ne faut pas mettre des intrants, il ne faut pas faire de la monoculture, etc., etc. Et donc, déjà, il y a une première étape qui serait arrêtons de détruire et ensuite on peut commencer à reconstruire. Et la reconstruction passera par cette compréhension et là on est sur un champ absolument incroyable comme un peu la profondeur des océans. Enfin, sauf que c'est accessible, il suffit de creuser, mais il y en a tellement, on n'arrive pas à savoir en fait exactement la somme des organismes et leurs interactions. Toute une richesse à découvrir. La France a été précurseur avec l'initiative 4 pour 1000 d'INRAE, qui consiste à dire que si l'on augmentait la matière organique des sols agricoles chaque année de 4 pour 1000 grammes de CO2, on serait capable de compenser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre produits par la planète en un an. C'est dire donc le rôle de l'agriculture. Est-ce qu'au niveau français, on est toujours en avance par rapport aux autres pays et au niveau européen, est-ce que la politique agricole commune a un rôle incitatif dans ces transitions ? Qui veut répondre? La France était précurseur, clairement, sur le sujet. On a déployé l'initiative. On a mis beaucoup d'argent sur le sujet. En termes de résultats, on n'est pas les meilleurs, en revanche, puisque aujourd'hui, l'agriculture française continue de déstocker. Je crois que c'est 0,1 tonne hectare par an, je crois, en moyenne, un truc comme ça. Quand on a des pays voisins comme la Suisse, dont on entend jamais parler, qui stockent, qui sont stockeurs nets. Pourquoi ?
Parce qu'il faut financer le risque, il faut partager et financer le risque, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, je prenais l'exemple des crédits carbone, on est sur 40 € en moyenne, les couverts végétaux c'est 80 € en moyenne. Vous faites le calcul, qui porte le risque. Donc voilà, le sujet il est là, l'État fait des choses, met un peu d'argent, mais ça ne suffit pas, parce que ça doit être intégré dans une réflexion globale du modèle économique, parce que c'est un changement de système. Donc c'est pas juste je mets des couverts végétaux et je vais stocker du carbone, mais non, c'est je change tout, je change plein de pratiques, j'ai des coûts, j'ai parlé des couverts mais il y en a plein d'autres, il y a le biocontrôle, il y a tout un tas de solutions qui sont utiles, et donc tout ça il faut le financer, il faut le repenser collectivement. Mais il y a des États qui réussissent. Vous dites l'exemple de la Suisse. Je prends l'exemple de la Suisse en effet parce que ça fait lien avec votre question sur la PAC. C'est qu'ils n'ont pas la PAC mais ils ont un truc qui ressemble et qui finance les couverts végétaux. Voilà, c'est l'exemple crucial. Pourquoi aujourd'hui la PAC ne finance pas les couverts végétaux? C'est quand même la question à 100 000 $, parce que c'est pas très compliqué, mais c'est pas fait. Voilà. De bonnes idées à retenir. Non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a un vivier assez riche en France. On a des universités, des instituts de recherche qui sont performants, qui sont reconnus dans le monde entier. Donc, on a la connaissance initiale. On a un certain nombre d'émergences aussi qui se font, que ce soit dans des startups ou chez les agriculteurs, qui doivent déjà être reconnus comme des entrepreneurs, parce qu'eux déjà font de l'innovation, en fait, effectivement, à leur échelle. Ils n'ont pas attendu qu'on leur amène, ils en font déjà. Et donc c'est comment on arrive à faire un continuum de l'innovation qui soit efficace, de la recherche jusqu'à l'agriculteur, et comment on incite ce continuum de l'innovation. Effectivement, il faudrait que la PAC soit beaucoup plus impliquée dans d'autres soutiens financiers autres qu'à de l'équipement, qu'on intègre aussi tout ce qui est des solutions biologiques qui ne sont pas une machine à amener, qui ne sont pas un équipement en tant que tel. Ça n'est pas décrit aujourd'hui en tant qu'aide. Et la clé, elle est vraiment, je pense que je ne suis pas sûre que certains d'entre nous ont croisé des agriculteurs qui ont dit non, nous on veut rester comme ça, c'est super. On va continuer. Non, simplement, il faut leur trouver des solutions. Aujourd'hui, il faut quand même imaginer que tout le système agricole français, et européen d'ailleurs, a été construit autour des engrais. Que ce soit le choix des variétés, que ce soit les itinéraires de culture, que ce soit qu'est-ce qu'on produit dans quelle région. Et donc, c'est tout un modèle entier à repenser qui doit se faire dans sa globalité. Ce n'est pas un acteur unique qui va pouvoir tout seul révolutionner tout ça. Il faut une politique agricole plus tournée vers l'innovation. Oui, complètement. Exactement. Et à l'échelle européenne, forcément, puisque la PAC est européenne, donc c'est une politique agricole tournée vers l'innovation à l'échelle française et européenne. Peut-être pour compléter, je vais être un peu provocateur, mais on n'a pas le temps. C'est-à-dire, on dit, il faut être, je vais prendre uniquement l'angle climatique, il faut être net zéro en 2050 au niveau de la planète. Et donc, il faut transformer plein de choses, dont l'agriculture. L'agriculture, c'est des cycles très lents. On essaye quelque chose, au mieux au bout d'un an on commence à avoir un indicateur, et voilà, et ça met énormément de temps avant de passer à l'échelle. Et ce qui est quand même assez incroyable dans la situation aujourd'hui, c'est qu'on n'a peut-être pas tous les outils, mais on a quand même une sacrée boîte à outils de solutions. Alors on sait tout ce qu'il ne faut pas faire, et on sait quand même pas mal de trucs qui fonctionnent. Mais ça ne passe pas à l'échelle. On fait des pilotes, on fait des petits trucs. Il y a une question de financement, très clairement. Et plus on veut que la transition soit rapide, plus il va falloir la financer. Parce que si on laisse l'agriculteur autofinancer son truc, il va faire ça sur une toute petite partie d'une petite parcelle, et puis il va regarder, il va attendre 5 ans, puis il va dire « Ok, je vais faire… » Donc il y a une question de financement de la transition. Et je suis très sensible au sujet du risque, parce que je pense que la plupart ici, on ne se rend pas compte du risque de l'agriculteur. L'agriculteur, il a souvent une rentrée de cash dans l'année quand il vend sa récolte. Donc imaginez, vous travaillez 1 an, vous n'avez pas de salaire, et votre salaire, il dépend de tout un tas de facteurs, de ce que vous avez fait, mais aussi de facteurs aléatoires, et c'est ça qui va faire votre revenu sur l'année. Et donc l'agriculteur, pour qu'il évolue, il faut qu'on l'aide à réduire son risque. Sinon, il y a une forme de conservatisme, c'est pas qu'on dit non, ils comprennent rien, les engrais c'est bien, et voilà. C'est une simple perception du risque. Et donc si on combine l'effet temps et l'effet risque, en fait, notre agriculture, elle va transitionner, mais sur 100 ans, et on n'a pas le temps. Et donc, il y a une question, au travers des politiques agricoles communes, au niveau national, du financement, etc., de comment on finance et on réduit le risque. Sinon, dans 30 ans, on y est encore, et on sera là à Big 2000, 40, à dire oui, alors voilà, il y a des solutions, ça avance, il y a des pilotes, etc. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps par rapport à nos engagements climatiques. Il faut accélérer.
Oui, à propos du rôle des politiques, hein, je pense qu'il est clair qu'effectivement la PAC n'a pas encore vraiment pris le tournant de la culture régénérative. Elle reste quand même très centrée sur des enjeux un peu anciens, sur une vision de décloisonner. De cloisonner justement entre la réduction des intrants d'un côté, la restauration des paysages agricoles de l'autre. Hein. Le Green Deal tel qu'il avait été lancé avait des objectifs très clairs en matière de restauration de zones non productives à l'intérieur des paysages agricoles. Il avait des objectifs très clairs en matière de réduction d'intrants. Le problème, c'est que si tout ça, c'est pas relié dans une approche systémique qui permet, et en prenant compte de l'impact sur la production, c'était quand même la grosse lacune de ce premier plan, c'est qu'on avait proposé des objectifs clairs de changement de pratique sans avoir évalué l'effet sur la production. Et comme je le rappelais tout à l'heure, de toute façon, si on baisse notre impact environnemental en faisant baisser la production agricole, non seulement ça ne fera pas baisser l'empreinte de notre alimentation, mais ça veut dire surtout qu'on va remplacer les produits agricoles faits chez nous par des importations étrangères. Mais il ne faut pas opposer une agriculture productive à une agriculture bas carbone. Non, il faut impérativement trouver le bon compromis entre les deux. Hein. Anne l'a rappelé, il n'y a pas d'incitation pour les couverts végétaux. C'est complètement anormal. Vous vouliez compléter, Étienne ? Alors, je vais compléter sous un angle qui n'a pas été abordé. Là, on a beaucoup parlé de l'agriculteur qui finance sa transition parce qu'il y a effectivement des coûts qui y sont liés. Est-ce que c'est le consommateur final ? Est-ce que c'est le marché carbone ? Est-ce que c'est l'agriculteur lui-même ? Personne ne veut financer aujourd'hui, donc il y a cette problématique-là. Mais je veux revenir aussi sur les apporteurs de solutions, et en particulier sur notre segment. Donc, on est dans le big, on est sur le rassemblement de l'innovation, et malheureusement, j'ai un message qui est compliqué à porter aujourd'hui. Qui va être un peu sonneur d'alarme, c'est que ceux qui développent des solutions doivent aussi être financés. Et c'est un vrai sujet, en tout cas sur la data agricole, sur la data de santé des sols, d'être souverain en France, d'être souverain en Europe. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'après un an de panne des marchés de financement privés pour les startups, le tout dans un contexte où la France a un marché qui est à la fois trop grand et à la fois trop petit. Trop grand dans le sens où il y a beaucoup de compétition qui se lance. On est l'endroit où il y a le plus d'acteurs qui travaillent sur la data environnementale comme nous. Mais néanmoins, il n'y a pas suffisamment de marché. Il est très très morcelé du coup. Il n'y a pas suffisamment de marché pour que chacun d'entre nous puisse se développer. Et on voit que dans plein d'autres pays européens, on a des solutions qui sont parties plus tard, qui sont parties moins bien équipées en termes de connaissances initiales et d'expertise, mais qui aujourd'hui vont plus vite. Et là, la vraie problématique, depuis 6 mois, on voit les Américains avec des startups qui sont financées à coût de 20, 40, 50 millions d'euros, qui bien sûr, face à des petites startups, même si on a été financé, et merci beaucoup, par la BPI France, par la région Île-de-France, avec des très beaux financements à la clé, c'est pas comparable avec les niveaux d'énergie économique que ce type d'acteurs sont capables de déployer sur nos territoires. Et demain, l'enjeu, c'est un enjeu de souveraineté de notre donnée agricole, et c'est ça qui est en train de se jouer sur les 12 à 24 prochains mois. Il y a une vraie question de financement privé. C'est sûr, je rejoins ton propos là-dessus. On parlait d'alignement des temps entre le temps agricole qui est long et le fait qu'on a un enjeu à devoir changer rapidement. Mais il y a aussi une difficulté d'alignement entre le temps de la finance et le temps de l'innovation en agriculture. Le vivant, ça prend du temps. Des récoltes, on a une par an. Et donc, quand on demande des retours sur investissement à 3 ans, sur de l'innovation, sur de la DIP en agriculture, c'est juste impossible. Donc, il faut qu'on arrive à réaligner tout ça si on veut effectivement garder une place de choix sur l'échiquier mondial de la France et de l'Europe sur ces sujets d'agriculture. Si on ne veut pas perdre de la même manière qu'on l'a perdu sur les GAFA ou sur autres, c'est maintenant que ça se joue. Parce que l'enjeu maintenant, c'est de savoir combien de nos startups vont rester sous pavillon français européen dans très peu de temps. Souveraineté alimentaire et souveraineté technologique pour l'agriculture. Et pour cela, il faut revoir donc l'approche financière de l'agriculture parce que c'est des temps longs. Hein. Le vivant, c'est 1, 2, 3 récoltes pour avoir des résultats. Est-ce qu'il y a une question dans la salle, très rapidement ? Oui, bonjour, je suis Tanguy Fradet, je suis responsable conseil chez BPI France. En fait, la question que j'ai, c'est que moi, je suis très attaché au monde agricole pour plein de raisons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, devenir agriculteur, c'est ultra compliqué quand on est jeune.
déjà avant l'enjeu climatique, on disait, voilà, il y avait L214 qui montrait des photos d'élevage, il y avait un revenu qui était limité, on n'avait pas de vacances, en plus on était dans les déserts médicaux. Et aujourd'hui, on dit, arrêtons de manger la viande. Ok, moi je suis jeune agriculteur, je veux reprendre l'élevage, la ferme d'élevage de mes parents. Je vais me dire, ouais, je suis sur un marché en décroissance. Déjà que Vous le êtes à métier... BPI France et vous êtes Oui. agriculteur aussi? Non, mais je passe mon bac pro agricole en ce moment. Bravo. Voilà. Ouais, mais ça, je sais pas encore. Mais c'est un autre sujet. Mais bref, et donc aujourd'hui, être agriculteur, être un jeune agriculteur, c'est archi compliqué de lui dire, viens t'installer. Et donc aujourd'hui, vous avez parlé de refonte du modèle agricole français, voire européen, avec la PAC. Quelque part, quels seraient les... Il faut un peu renverser la table quelque part, et donc ça veut dire reprendre notre souveraineté agricole qu'on a confiée quelque part à l'Europe. Je suis pro-européen, mais quelque part, on a la souveraineté au niveau défense, on a la souveraineté au niveau sécurité. Voilà. Et donc aujourd'hui, il faut repenser le modèle et comment on fait revenir des agriculteurs dans les campagnes, comment on leur redonne envie de s'installer. Et la question de la transmission des exploitations agricoles? Alors, c'est pas que la transmission, mais c'est comment justement on revalorise le métier de l'agriculteur, sachant que, on vous l'avez bien dit, il rend des services à la société via la biodiversité, via l'entretien des campagnes. Donc l'attractivité du métier de l'agriculteur, qui veut répondre très rapidement pour... Non, mais très rapidement, pouvoir conclure. en dehors du microcosme des gens qui travaillent sur les sujets, qui sait tout ce qu'on vient de se dire? Personne. Il n'y a pas de projet agricole en France. Moi, je me désespère de ça, et notamment sur l'élevage. On fait que taper sur l'élevage parce qu'on n'a pas de vision de l'élevage. Mais alors, je suis heureuse. Hier, il y a eu une pétition apparemment des maires, des sénateurs pour un élevage vivant et durable. Enfin voilà. Et en fait, c'est ça qui manque aujourd'hui. Je pense qu'il y a un vrai besoin de rééduquer la société, les citoyens à ce qu'est vraiment l'agriculture, en montrant ses bénéfices et changer les mentalités. Et ça va percoler dans les entreprises pour redonner de la valeur au métier, aux produits qu'on achète. Mais c'est à tous les niveaux qu'on doit agir. Et aujourd'hui, c'est plus par des labels qu'on doit agir là-dessus. Il y a un vrai effort pédagogique dans les écoles, à tous les niveaux. À la télé, moi je rêve d'une campagne sur ce qu'est l'agriculture à la télé. Un spot publicitaire avant le journal de TF1. Enfin voilà, c'est pas très compliqué. On l'a fait pour le Covid, on peut faire des grosses campagnes. Non, mais il y a plein de gens qui font plein de choses, mais à petite échelle, on en est toujours là. Aujourd'hui, moi, j'attends l'État aussi, le ministère, pour qu'il porte un vrai projet agricole, hyper porteur d'espoir. Tous les gens qui travaillent sur ce sujet, on est absolument passionnés. Les solutions, on l'a dit, elles existent. Maintenant, il faut y aller, quoi. Donc si on relève ce défi d'une agriculture innovante, bas carbone, on pourra réattirer des talents pour l'agriculture. Merci beaucoup à l'ensemble de nos intervenants, c'était passionnant. Et je vais donner le mot de la fin à Jérôme Leroy, fondateur de la start-up Winat et président de l'association La Ferme Digitale, qui est notre partenaire sous cet atelier, pour nous dresser l'état de l'écosystème, comment la ferme digitale permet à tous ces acteurs de travailler ensemble. Merci beaucoup, Ariane. Je vais prendre ton micro, je crois qu'on entend mieux avec celui-là. Merci beaucoup, Ariane. Alors, moi, je suis très ravi d'avoir entendu tout ce panel d'expertise. Je vais juste rappeler l'essence du projet et de la vision de la ferme digitale, c'est d'être un catalyseur de toutes ces initiatives privées et tous des entrepreneurs. On sait qu'on a une excellence scientifique en France, on est en avance sur beaucoup de choses. On a un grand terrain de jeu agricole avec plus de 200 microclimats partout en France qui peuvent permettre de développer des solutions exportables dans le monde entier. Mais on a, malgré un gros terreau d'entrepreneurs, plus de 600 entreprises qui travaillent dans l'innovation agricole et alimentaire en France, dans l'agritech, la foodtech ou la winetech en France. On a un souci effectivement sur la partie financement. Qu'est-ce qu'on fait nous à la ferme digitale? On essaye d'aider ces entrepreneurs à avoir beaucoup plus de visibilité, pour les aider à recruter les talents, pour les aider à le plus vite possible rencontrer leur marché aussi. Et depuis maintenant 8 ans, on s'est aussi focalisé sur les sujets d'expérimentation pour essayer d'aider ces innovateurs qui souvent ne viennent pas du milieu agricole. Plus de la moitié d'entre eux ne viennent pas de familles agricoles. Et donc pour les connecter le plus vite possible au milieu agricole, leur permettre d'expérimenter. Donc récemment, on a soumis un projet territorial, le démonstrateur territorial, dans lequel on va, avec plus de 80 partenaires,
Dans ce projet, il y aura 15 startups de la ferme digitale, avec chacun avec sa valeur ajoutée sur la chaîne de valeur qui va aider l'agriculteur. Parce qu'aujourd'hui, un agriculteur, quand il s'installe, eh ben, il va voir sa chambre d'agriculture, il va voir son banquier, il va voir son écosystème territorial. Et le sujet des startups et de l'innovation ne lui vient pas naturellement. Pour certains, c'est logique, mais pour la majorité des agriculteurs, le sujet de l'innovation ne lui vient pas naturellement. Donc notre objectif principal, c'est d'essayer que ces 600 entrepreneurs français, entrepreneurs et entrepreneuses, trouvent le plus vite possible leur marché grâce à la capacité de la ferme digitale à expliquer aux grands acteurs qui mettent en marché ces solutions ou directement aux agriculteurs entrepreneurs que les acteurs de l'innovation peuvent les aider. Même si on sait qu'il faut 3 ans pour tester une solution, il faut démarrer le plus vite possible. Pourquoi c'est crucial de faire démarrer le plus vite possible des expérimentations sur le terrain? C'est que comme ça prend 3 ans, l'entrepreneur il démarre. Au début, il va être bien financé par la BPI, il va être bien aidé par les accélérateurs, il va être bien aidé par sa banque. Et au bout de 3 ans, 4 ans, on va lui demander quel est ton impact, quel est ton chiffre d'affaires, qu'est-ce que tu rends comme service à la société, quel est ton projet de développement international, parce qu'on ne peut pas imaginer développer une solution technologique qui coûte des millions à fabriquer s'il n'y a pas d'ambition internationale. Et souvent, là, on a le blocage, puisqu'au bout de 4, 5, 6 ans, la boîte, elle a plus de cash, elle n'a pas assez de preuves d'impact sur le territoire, donc pas assez de chiffre d'affaires. Et donc notre ambition, c'est pour la moitié de nos membres. Je vous fais le panel de nos membres. On a la moitié de nos membres sont des boîtes entre 0 et 20 personnes qui font entre 20 000 euros de chiffre d'affaires et 400 000 euros de chiffre d'affaires. Et on a l'autre moitié de nos membres qui sont des boîtes entre 50 et 200 personnes qui commencent à s'industrialiser et à s'internationaliser. Et donc notre objectif, c'est que la première catégorie de start-up parmi nos membres passe encore plus vite dans la deuxième génération que celle que nous, on a vécue quand on a créé la ferme digitale il y a 8 ans, pour éviter de perdre des fois 2-3 ans en termes de financement parce qu'on n'a pas les bons critères d'impact. Et donc le deuxième projet stratégique qu'on lance actuellement, en plus des expérimentations à grande échelle avec des partenaires metteurs en marché, c'est les preuves d'impact. On va donc pousser à ce que 100% de nos membres fassent des études d'impact très concrètes sur leurs preuves, sur les économies d'eau, sur les gains en termes de matière organique, sur le potentiel de génération de crédit carbone, etc. Et ça, c'est pour nous crucial qu'on ait à la fois beaucoup d'expérimentation le plus vite possible grâce à des aides d'État, à des aides publiques, à des financeurs privés. On a aussi beaucoup de contacts avec des fonds d'investissement à qui on essaye d'expliquer que l'agriculture, ce n'est pas un ROI en 5 ans, mais plutôt en 8 à 12 ans. Donc un investisseur, quand il investit en agritech, il reste généralement 8 à 10 ans. Et deuxième sujet, que toutes ces startups, dès qu'elles démarrent, au jour 1, elles se posent bien la question de qui est leur client, quel va être leur impact et comment dans 5 ans elles vont pouvoir expliquer à un investisseur qu'il leur faut 5, 10, 15, 20 ou 30 millions d'euros pour aller en Allemagne, en Espagne, en Europe de l'Est et peut-être un jour en Inde, aux États-Unis ou sur le continent américain, parce qu'on ne peut pas développer n'importe où dans le monde. Tu citais tout à l'heure les Américains, mais les Américains, effectivement, ils ont un marché unique, c'est beaucoup plus facile que nous. Mais nous, on a des belles technos, mais pour les internationaliser, on ne peut pas rester en France. Donc il faut aussi très vite un état d'esprit international chez nos fondateurs, qu'ils tout de suite se projettent dans une aventure technologique et humaine internationale, à recruter des internationaux, pas rester franco-français, pas rester qu'avec des problématiques d'agriculture française. Toi, tu as démarré direct à l'international, tu es un très bon exemple. C'est peut-être la meilleure solution de démarrer direct à l'international. Et voilà, je te remercie beaucoup pour ton invitation, Ariane, puisqu'on travaille aussi beaucoup avec les acteurs de financement public, on travaille beaucoup avec le gouvernement, les ministères, au travers de groupes de travail sur le transfert de technologie, sur la donnée, sur le financement. Et donc, si vous avez des idées, des sujets à porter, des entreprises à monter, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous, on est le catalyseur de l'entrepreneuriat privé au service de l'agriculture et surtout des partenariats public-privé beaucoup plus puissants au travers des expérimentations terrain. Voilà, merci à tous pour, merci Marianne, Jérôme, pour ton invitation. Merci à tous, merci de votre attention et à très bientôt sur notre replay.